Un multimillionnaire méprise Michel Platini à cause de sa nationalité française et vit sa plus grande honte. Le luxe de Courchevel attendait ses plus prestigieux visiteurs tandis que les Alpes françaises resplendissaient sous un manteau immaculé. Parmi ces sommets où l'élite mondiale se retrouvait chaque hiver, une rencontre allait transformer à jamais la vision d'un homme sur le succès, la valeur et le véritable héritage. Le Palace des Neiges, hôtel 6 étoiles niché au cœur de Courchevel 1850, accueillait ses derniers clients VIP pour la saison. Dans le hall majestueux, aux lustres en cristal et boiseries précieuses, Bernard Laurent entra d'un pas assuré, enveloppé dans une veste North Face sur mesure et lunettes, Cartier reflétant la lumière tamisée. PDG de TechVision Global et figure incontournable des classements Forbes, le milliardaire suisse était habitué à ce que le monde s'adapte à sa présence, pas l'inverse. À quelques mètres de lui, un homme d'une soixantaine d'années, en simple, pull bleu marine et jeans délavés, observait tranquillement la neige tomber à travers les baies vitrées. Ses cheveux grisonnants encadraient un visage serein marqué par le temps. Il portait des baskets ordinaires et une écharpe aux couleurs discrètes. Rien dans son apparence n'indiquait son statut, rien sauf peut-être cette tranquille assurance que confère une vie d'accomplissement. Bernard s'approcha du comptoir d'accueil, son assistante s'occupant déjà des bagages. « Monsieur Laurent, bienvenue au Palace !» s'empressa le directeur avec déférence. « Votre suite présidentielle est prête. » C'est alors que Bernard remarqua l'homme au pull bleu qui s'était approché. « Excusez-moi !» lança Bernard en français approximatif. « Je cherche un bon moniteur de ski pour demain matin. Êtes-vous disponible ?» Un silence étrange s'installa. Le directeur de l'hôtel figea son mouvement, visiblement mal à l'aise. L'homme au pull bleu sourit légèrement. « Je ne suis pas moniteur, monsieur, » répondit-il avec un accent lorrain prononcé. « Mais je connais bien ces montagnes. » Bernard haussa les sourcils. « Ah, vous travaillez ici alors ? La conciergerie peut-être ?» « Non plus. » L'homme tendit la main avec simplicité. Jean-Pierre Moreau, le directeur de l'hôtel, intervint discrètement. « Monsieur Laurent, Monsieur Moreau séjourne dans notre suite impériale. » Bernard examina l'homme avec un nouveau regard, perplexe. La suite impériale surpassait même la sienne en prestige et prix. « Français ?» demanda Bernard, incapable de masquer sa surprise. « Oui, de Jeuf originellement, » répondit Jean-Pierre avec un sourire énigmatique. « Étonnant, » murmura Bernard, serrant sa main par convention plus que par respect. « Les Français réussissent rarement dans la tech ou la finance internationale. Dans quel secteur êtes-vous » Le sourire de Jean-Pierre s'atténua imperceptiblement. « Disons que j'ai eu plusieurs carrières. Amateur de ski, j'apprécie surtout le calme des sommets, » répondit Jean-Pierre. « Parfois, la meilleure perspective vient des hauteurs, n'est-ce pas ?» Leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'un jeune homme en uniforme de l'hôtel. « Monsieur Platini, votre rendez-vous téléphonique avec la Fédération est dans 5 minutes. » Le regard de Bernard passa du jeune homme à Jean-Pierre Moreau, avec une confusion grandissante, tandis qu'une goutte de sueur froide glissait le long de sa nuque. Le sommet impérial, restaurant gastronomique perché à 2700 mètres d'altitude, offrait une vue spectaculaire sur les Alpes françaises. Les baies vitrées panoramiques dévoilaient un paysage immaculé, où le soleil faisait étinceler la neige comme des millions de diamants. À l'intérieur, dans une atmosphère feutrée de luxe discret, les tables espacées garantissaient l'intimité des conversations entre magnats, célébrités et aristocrates. Bernard Laurent avait réservé la meilleure table, comme à son habitude. Accompagné de 3 investisseurs potentiels, un Américain, un Saoudien et un Singapourien, il orchestrait sa performance avec l'assurance d'un chef d'orchestre. Le sommelier versait un Montrachet Grand Cru dans des verres en cristal pendant que Bernard exposait sa vision d'expansion en Asie. « L'Europe stagne », affirmait-il en découpant sa Saint-Jacques, particulièrement la France. Ils n'ont jamais compris l'entrepreneuriat mondial. Trop de vacances, trop de protection sociale, trop peu d'ambition. Ses invités acquiesçaient poliment, absorbés par la dégustation des mets étoilés. J'ai tenté une jointure avec une entreprise française il y a 3 ans.
poursuivit Bernard en baissant légèrement la voix. Un désastre, il voulait fermer en nous pour les congés, en pleine phase critique de développement. Un rire convenu parcourut la tablée. Bernard n'avait pas remarqué qu'à 3 tables de là, Jean-Pierre Moreau, ou plutôt Michel Platini, dégustait tranquillement un turbo accompagné d'un homme à l'allure distinguée. Le maître d'hôtel, lui, naviguait entre les deux tables avec une nervosité croissante. La seule chose que les Français savent vraiment faire, continua Bernard, enhardi par l'approbation silencieuse, c'est du bon vin et des discours sur la culture. Pour le business global, laissez-moi vous dire, le maître d'hôtel s'approcha discrètement. Monsieur Laurent, puis-je vous suggérer notre plateau de fromage d'exception? Ils viennent justement d'une ferme artisanale française. L'interruption agaça Bernard, mais il hocha la tête. Le serveur s'éloigna avec soulagement, jetant un regard inquiet vers la table de Platini. L'investisseur saoudien, plus observateur que ses collègues, avait remarqué ces échanges de regards. « Connaissez-vous cet homme là-bas » demanda-t-il en désignant subtilement Michel du Menton. Bernard jeta un coup d'œil rapide. « Ah, le Français de l'hôtel, un certain Moreau, probablement hérité d'une fortune familiale ou marié à une héritière. Les Français adorent vivre au-dessus de leurs moyens. » À cet instant précis, un jeune homme s'approcha timidement de la table de Michel, un menu à la main. « Monsieur Platini, pardonnez mon intrusion, mais mon père était un grand admirateur. Pourriez-vous… » Le silence qui suivit sembla figer l'atmosphère du restaurant. Michel sourit avec bienveillance, prit le menu et signa avec quelques mots « personnalisés ». Le jeune homme, visiblement ému, s'inclina presque en reculant. Bernard observait la scène, son verre suspendu à mi-chemin de ses lèvres. L'investisseur singapourien se pencha vers lui. Michel Platini, le légendaire footballeur français, triple ballon d'or et ancien président de l'UEFA. La goutte de sueur qui avait commencé à descendre dans la nuque de Bernard au lobby de Toadla. L'hôtel semblait maintenant glacé. Michel croisa son regard à travers la salle et leva son verre dans sa direction avec un sourire énigmatique. Le grand salon diamant du resort avait été transformé pour accueillir le Forum alpin d'innovation, événement annuel rassemblant l'élite entrepreneuriale européenne. Sous les lustres étincelants, entre cocktails raffinés et canapés signature du chef étoilé, se nouaient les alliances qui façonneraient l'économie des prochains mois. Bernard Laurent s'y mouvait avec l'aisance d'un requin dans son élément naturel, distribuant poignées de main et cartes de visite, son embarrassante rencontre du restaurant soigneusement enfouie sous un vernis de confiance retrouvée. « La disruption est notre credo », expliquait-il à un groupe d'investisseurs pendus à ses lèvres. « Nous n'attendons pas le changement, nous le créons. » À quelques mètres, Michel Platini, toujours sous l'identité de Jean-Pierre Moreau, conversait tranquillement avec le maire de Courchevel, son pull bleu remplacé par un simple blazer sur chemise ouverte. Aucune cravate, aucun signe ostentatoire, juste cette prestance naturelle qui attirait les regards malgré sa discrétion. « Monsieur Laurent, pardonnez mon interruption », intervint un organisateur. « Votre panel sur l'intelligence artificielle commence dans 20 minutes. La salle émeraude est prête. » Bernard acquiesça avec satisfaction. Son intervention constituait l'événement principal de la soirée. Il avait spécifiquement demandé que son nom apparaisse en majuscule sur le programme. À cet instant précis, une jeune femme d'une trentaine d'années, élégante dans son tailleur bordeaux, traversa la salle en direction de Michel. Bernard la reconnut immédiatement. Sophie Dubois, fondatrice de Green Tech Solutions, start-up française en plein essor que plusieurs fonds d'investissement courtisaient déjà. Monsieur Platini, l'entendit-il dire avec une émotion mâle et contenue. C'est un immense honneur. Votre fondation a changé ma vie. Le silence qui suivit cette déclaration sembla s'étirer indéfiniment pour Bernard. Michel serra chaleureusement la main de Sophie. Mademoiselle Dubois, notre lauréate 2019, n'est-ce pas? Comment se porte votre entreprise? Nous venons de lever 10 millions d'euros. Tout a commencé grâce à votre bourse d'innovation sociale. Sophie parlait avec l'enthousiasme de ceux qui reconnaissent leurs racines. Sans vous, je serais encore comptable à Nancy. Bernard s'approcha subrepticement.
feignant de prendre un verre au buffet adjacent. La France a besoin d'esprit comme le vôtre, continuait Michel, persévérant malgré les obstacles institutionnels. Bernard faillit s'étrangler avec son « champagne ». N'était-ce pas exactement l'opposé de ce qu'il proclamait depuis son arrivée? « Je vous présente Bernard Laurent », dit soudain Michel, se tournant vers le milliardaire suisse avec un sourire indéchiffrable. Il a des opinions très tranchées sur l'entrepreneuriat français. Sophie se tourna vers Bernard, son regard passant de l'admiration à une curiosité polie. « Monsieur Laurent, enchanté, j'espère avoir l'occasion d'échanger avec vous après votre panel. »« Certainement, » marmonna Bernard, décontenancé. « Si vous nous excusez, » ajouta Sophie en se tournant vers Michel. « Le ministre souhaitait vous saluer. Il m'a confié que votre proposition de réforme du financement sportif avançait au Parlement. » Tandis qu'il s'éloignait, Bernard restait figé, son verre à la main. Un ministre, une fondation, des bourses d'innovation, une réforme parlementaire. Qui était véritablement cet homme qu'il avait pris pour un simple moniteur de ski, puis pour un héritier oisif? L'organisateur réapparut, visiblement nerveux. « Monsieur Laurent, votre panel. » Les gens s'installent. Bernard acquiesça machinalement, son regard toujours fixé sur la silhouette de Michel Platini, qui, de l'autre côté de la salle, semblait rayonner d'une autorité tranquille que tout son argent ne pourrait jamais acheter. Le de Crystal Bar scintillait sous l'éclairage tamisé, ses murs de pierre et boiseries anciennes créant une atmosphère de chaleur exclusive. Des feux de cheminée crépitaient dans les âtres, tandis que le pianiste interprétait discrètement des standards de jazz. Après son panel sur l'intelligence artificielle, intervention qui lui avait valu des applaudissements polis mais sans l'enthousiasme escompté, Bernard Laurent s'était réfugié au comptoir, commandant un whisky single malt à 200 € le verre. La soirée de networking battait son plein. Les conversations se mêlaient en un brouhaha distingué, ponctué d'éclats de rire mesurés et du tintement des verres en cristal. Bernard observait la salle d'un œil distrait quand il aperçut Jean-Pierre, ou plutôt Michel, comme l'avaient appelé plusieurs personnes maintenant, entouré d'un groupe d'hommes au physique athlétique qui semblaient l'écouter avec une révérence presque religieuse. « C'était le plus grand meneur de jeu de notre génération », déclarait l'un d'eux avec un accent italien prononcé. « Ce qu'il a fait à la Juventus, personne ne l'a jamais égalé. » Bernard se rapprocha imperceptiblement, sirotant son whisky, et pour masquer son intérêt soudain. « Ce coup franc contre Hambourg en 83, » ajouta un autre homme aux cheveux grisonnants. « J'étais gardien professionnel pendant 15 ans et je n'ai jamais vu une frappe pareille. » Michel souriait avec modestie, ce même sourire tranquille qu'il avait affiché lors de leur première rencontre embarrassante dans le hall d'hôtel. C'était une autre époque, messieurs. Le football était différent. 3 ballons d'or consécutifs, reprit l'Italien en levant son verre, record inégalé jusqu'à Messi. Et encore, lui n'a pas mené son équipe nationale à un titre européen. Bernard s'empara discrètement de son smartphone, ouvrant une recherche Internet sous la table. Les mots « Michel Platini carrière » firent apparaître des millions de résultats. Le visage plus jeune de l'homme qui se tenait à quelques mètres de lui s'affichait partout, levant des trophées, marquant des buts spectaculaires, serrant la main de président et de roi. Président de l'UEFA pendant 8 ans, lisait-il, incrédule, considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football, capitaine emblématique de l'équipe de France, architecte du championnat d'Europe 1984. Des gouttes de sueur perlèrent sur son front alors qu'il découvrait l'ampleur de sa méprise. L'homme qu'il avait pris pour un simple moniteur de ski, puis pour un héritier français sans mérite, était une légende internationale, un diplomate sportif, une figure historique. Et ta présidence à l'UEFA ? Tu as transformé le football européen, continuait l'un des anciens joueurs. J'ai essayé de préserver l'âme du jeu dans un monde de plus en plus gouverné par l'argent, répondit Michel avec une pointe de mélancolie.
Bernard rangea fébrilement son téléphone. La honte lui brûlait les joues. Lui qui se targuait de reconnaître l'excellence, de discerner les leaders naturels, avait complètement manqué la présence d'un géant. « Monsieur Laurent ?» Bernard sursauta. Michel se tenait devant lui, un verre de vin rouge à la main, son regard pénétrant semblant lire chaque pensée qui traversait l'esprit troublé du milliardaire suisse. « Permettez-moi de vous présenter, quelques amis », dit-il avec cette simplicité désarmante qui semblait être sa marque de fabrique. Des anciens du football européen qui m'accompagnent pour l'inauguration de notre académie sportive demain. Bernard se leva mécaniquement, comme un automate. Pour la première fois depuis des années, peut-être même des décennies, les mots lui manquaient complètement. L'aube caressait les sommets alpins, inondant la salle à manger panoramique de l'hôtel d'une lumière dorée. Bernard Laurent, habituellement adepte des petits déjeuners servis dans sa suite, avait fait l'effort exceptionnel de descendre à 6h30 après une nuit agitée où les images de sa méprise l'avaient tourmenté sans relâche. Sa tenue, polo Ralph Lauren et pantalon décontracté, trahissait une tentative inhabituelle de paraître accessible, presque ordinaire. Il scrutait nerveusement l'entrée tout en sirotant un espresso, ayant demandé discrètement au concierge les habitudes matinales de Michel Platini. Le chef de l'établissement passait entre les tables, saluant personnellement les rares clients déjà éveillés à cette heure. Bernard l'intercepta d'un geste. « Le petit déjeuner est à votre convenance, monsieur Laurent ?» s'enquit le chef avec déférence. « Parfait, » répondit Bernard distraitement. « Monsieur Platini prend-il son petit déjeuner ici habituellement ?» À peine avait-il posé cette question que Michel apparut, vêtu d'un survêtement simple et de baskets de marque discrète. Il échangeait quelques mots avec le directeur de l'hôtel qui l'accompagnait, visiblement honoré de cette attention. Bernard se redressa instinctivement, comme un écolier devant son professeur. Le directeur remarqua sa présence et murmura quelque chose à l'oreille de Michel, qui acquiesça poliment avant de se diriger vers le buffet. Respirant profondément, Bernard se leva et s'approcha. « Bonjour, monsieur Platini, » dit-il avec une formalité excessive. « J'espère que vous avez passé une bonne nuit. » Michel le salua d'un hochement de tête cordial. « Très bonne, merci. Et vous-même ?»« Excellente !» mentit Bernard, alors que les cernes sous ses yeux racontaient une toute autre histoire. Je tenais à m'excuser pour notre première rencontre. Je n'avais pas réalisé qui vous étiez. » Un serveur s'approcha, proposant du café. Michel le remercia en l'appelant par son prénom avant de répondre à Bernard. « Il n'y a pas d'offense, monsieur Laurent. Les apparences peuvent être trompeuses. » Bernard perçut dans cette phrase une subtile réprimande. « Justement, j'ai lu beaucoup sur votre carrière hier soir. Impressionnant, vraiment impressionnant. J'aurais dû vous reconnaître. » Michel sourit poliment tout en se servant des fruits frais. « Le football n'est pas au centre des préoccupations de tout le monde. Mais votre travail à l'UEFA et votre fondation, j'aimerais vraiment en savoir plus, » insista Bernard, la tension évidente dans sa voix. « Mon académie inaugure une nouvelle installation cet après-midi, » répondit Michel, sans enthousiasme manifeste. « Vous êtes le bienvenu si cela vous intéresse. » Le directeur réapparut soudainement. « Pardonnez-moi, monsieur Platini, mais votre appel avec le ministère des Sports est programmé dans 10 minutes. Merci, Antoine. » Michel se tourna vers Bernard. « Si vous voulez bien m'excuser... »« Bien sûr, balbutia Bernard. « Peut-être pourrions-nous dîner ensemble ce soir. J'ai entendu parler d'un excellent restaurant à Méribel. Je pourrais faire venir mon hélicoptère privé. » Michel s'arrêta un instant, son regard impossible à déchiffrer. « Je suis pris ce soir, mais merci de votre proposition. » Bernard resta debout, immobile, tandis que Michel s'éloignait en saluant avec chaleur chaque membre du personnel sur son passage. Antoine, le directeur, lui lança un regard qui mêlait compassion et légère satisfaction avant de suivre Michel. Seul, au milieu de la salle, Bernard sentait le poids des regards des autres clients. Lui, qui était habitué à ce qu'on s'arrache ses moindres moments d'attention, venait d'être poliment, mais fermement, éconduit. La piste noire de la face nord étincelait,
dangereusement sous le soleil de midi. Classée parmi les plus difficiles des trois vallées, elle attirait les skieurs expérimentés en quête de sensations fortes et de prestige. Bernard Laurent n'avait pas touché à des skis depuis près de 3 ans, préférant habituellement les réunions d'affaires aux activités sportives, mais l'humiliation du petit déjeuner l'avait poussé à une décision impulsive. « Vous êtes certain de vouloir commencer par la face nord, monsieur Laurent ?» demandait Julien, le jeune moniteur de ski engagé pour l'accompagner, visiblement inquiet. « Nous pourrions d'abord nous échauffer sur une piste rouge. »« J'ai skié à Gstad avec le prince Albert », répliqua sèchement Bernard, ajustant ses lunettes Oakley hors de prix. « Je connais parfaitement mon niveau. » À quelques mètres, un petit groupe se préparait également à descendre. Bernard reconnut immédiatement la silhouette athlétique de Michel Platini, dont l'équipement, quoique de qualité, semblait avoir connu plusieurs saisons d'utilisation, contrastant avec la tenue flambant neuve de Bernard, sélectionnée ce matin même dans la boutique la plus chère de la station. Les regards se croisèrent brièvement. Michel hocha poliment la tête avant de s'élancer avec une aisance déconcertante, enchaînant les virages avec la fluidité d'un homme habitué depuis l'enfance à dompter les pentes alpines. « Allons-y !» ordonna Bernard à son moniteur, piqué, au vif. Les premiers mètres furent gérables, presque faciles. Bernard retrouvait des sensations familières, encouragé par les conseils professionnels de Julien. Puis vint la première section véritablement raide. La pente semblait soudain se dérober sous ses skis, la neige plus dure que prévu. Bernard accélérait malgré lui. « Contrôlez votre vitesse, virage en amont !» criait Julien, un instant de panique. Une tentative de virage trop brusque, le ski gauche qui dérape. Bernard sentit son corps quitter le sol, tournoyant dans un balai chaotique avant de s'écraser lourdement contre la neige compactée. Un craquement sinistre retentit, suivi d'une douleur fulgurante dans sa jambe droite. Le monde se réduisit à cette souffrance aveuglante, au sang pulsant dans ses tempes, à sa respiration saccadée formant de petits nuages de vapeur dans l'air. Glacial. La voix paniquée de Julien lui parvenait à travers un brouillard confus. « Ne bougez pas, je vais chercher les secours !» Des minutes qui semblaient des heures s'écoulèrent. Bernard, gisant dans la neige, contemplait le ciel d'un bleu presque insultant dans son indifférence. Une silhouette apparut soudain dans son champ de vision, masquant le soleil. « Ne bougez pas la jambe !» dit une voix calme qu'il reconnut immédiatement. Michel Platini s'était agenouillé à ses côtés, retirant son sac à dos avec des gestes mesurés. Ça ressemble à une fracture du tibia. « Qu'est-ce que vous faites là ?» articula Bernard entre deux vagues de douleur. « J'étais en contrebas. Quand j'ai vu votre chute, répondit Michel en sortant une couverture de survie, j'ai été secouriste volontaire dans les Vosges pendant mes années universitaires. » Avec des gestes précis, presque cliniques, Michel stabilisa la jambe de Bernard, utilisant ses propres bâtons de ski et une écharpe pour improviser une attelle. Il déploya ensuite la couverture de survie, protégeant le milliardaire du vent, qui s'était levé. « Les secours arrivent !» annonça-t-il en scrutant le bas de la piste. « Respirez lentement. La douleur est bonne. Elle signifie que les nerfs fonctionnent. » Bernard, à travers le voile de souffrance, observait cet homme qu'il avait dédaigné avec tant d'arrogance quelques jours plus tôt. Les mains qui avaient soulevé la Coupe d'Europe et serré celle des plus grands de ce monde s'activaient maintenant pour lui porter secours, sans hésitation ni reproche. « Pourquoi m'aidez-vous » murmura-t-il. Après mon comportement, Michel ajusta la couverture thermique avant de répondre, son regard direct et tranquille, croisant celui, fébrile, de Bernard. « En montagne, comme dans la vie, monsieur, Laurent, on ne laisse jamais quelqu'un en difficulté, même si ce quelqu'un ne nous apprécie pas particulièrement. » Le vrombissement d'un hélicoptère de secours résonna dans la vallée, se rapprochant rapidement. La clinique privée des Cimes occupait un bâtiment discret à l'écart des pistes, établissement réservé aux urgences des fortunés visiteurs de Courchevel. Dans une chambre au luxe hospitalier, draps en coton égyptien, vue panoramique sur les montagnes, mobilier en bois précieux, Bernard Laurent fixait le plafond, sa jambe droite suspendue dans un appareil complexe après l'opération.
Le diagnostic était tombé comme une sentence. Fracture du tibia nécessitant une immobilisation complète pendant au moins 2 semaines. Monsieur Laurent, vos résultats sont satisfaisants, annonçait le docteur Morel, spécialiste renommé déplacé spécialement depuis Genève. Mais je dois insister sur l'importance du repos absolu. Aucun déplacement avant 15 jours, même en hélicoptère privé. Bernard grimaça. L'idée d'être immobilisé dans cette chambre, aussi luxueuse soit-elle, équivalait pour lui à une incarcération. Sa fidèle assistante, Véronique, pianotait frénétiquement sur sa tablette. « J'ai reprogrammé vos rendez-vous, décalé la présentation au conseil d'administration et informé vos principaux partenaires », énumérait-elle avec l'efficacité militaire qui avait fait sa réputation. « L'équipe de développement attendra votre retour pour le lancement du nouveau projet. » Un coup discret à la porte interrompit cette réorganisation d'empire. Le médecin et Véronique se tournèrent simultanément alors que Michel Platini entrait, un bouquet simple à la main. « Je ne dérange pas ?» demanda-t-il avec cette simplicité désarmante qui semblait être sa signature. Bernard sentit son cœur s'accélérer inexplicablement. « Non, bien sûr que non. Entrez. » Le médecin s'éclipsa après quelques formules de politesse, suivi par Véronique qui, d'un regard, promit à son patron de revenir au moindre signal. La porte se referma, laissant les 2 hommes seuls dans un silence chargé d'une étrange tension. « Les fleurs du village », expliqua Michel en posant le bouquet sur la table de chevet. « Rien d'extravagant, mais elles sentent l'authenticité. » Bernard contempla cet homme qui avait improvisé une attelle dans la neige quelques heures plus tôt, sauvant peut-être sa jambe de complications plus graves selon le chirurgien. « Vous n'étiez pas obligé de venir, » dit-il finalement, la voix moins assurée qu'à l'ordinaire. « Non, en effet, » répondit Michel, s'asseyant dans le fauteuil près du lit. « Mais c'est ce que font les gens normaux quand quelqu'un se blesse. Ils prennent des nouvelles. » Cette remarque, dépourvue de sarcasme mais lourde de sens, flotta entre eux. Bernard émit un petit rire sans joie. Les gens normaux. Je crains d'avoir perdu contact avec cette notion depuis longtemps. Michel l'observa avec une curiosité tranquille. « Qu'est-ce qui vous a poussé sur cette piste noire, Bernard, si je peux me permettre ?» C'était la première fois que Michel l'appelait par son prénom. Cette familiarité soudaine, plutôt que de l'irriter, créa une brèche dans l'armure que Bernard portait depuis si longtemps. L'orgueil, probablement, admit-il dans un souffle. « Pour vous prouver quelque chose. » Michel hocha la tête sans jugement apparent. « J'ai connu ce sentiment sur les terrains de football. L'orgueil peut être un bon serviteur, mais un mauvais maître. Comment fait-on pour rester normal ?» La question avait jailli spontanément, surprenant Bernard lui-même. Michel sembla réfléchir profondément avant de répondre, son regard perdu sur les sommets enneigés au dehors. « On se souvient d'où l'on vient, » dit-il finalement. « Et surtout, on se rappelle que sous les costumes, les titres et les comptes en banque, nous sommes tous simplement des hommes qui finiront un jour dans la même terre. » Le crépuscule transformait la chambre d'hôpital en un espace plus intime, les derniers rayons du soleil couchant teintant les murs d'une lueur orangée. Bernard et Michel avaient poursuivi leur conversation, d'abord hésitante, puis progressivement plus détendue. Les heures s'étaient écoulées comme des minutes, ponctuées par les visites occasionnelles du personnel médical. « Alors comme ça, vous étiez vraiment secouriste ?» demanda Bernard, intrigué par ce détail mentionné sur la piste. « Pendant 3 ans, » confirma Michel. « À l'époque, les joueurs de football n'étaient pas les multimillionnaires d'aujourd'hui. Même à la Juventus, je gardais des habitudes simples. » La porte s'ouvrit doucement, laissant entrer un homme âgé poussant un chariot de nettoyage. Le vieil homme aux mains noueuses et au visage buriné par les années s'arrêta net en apercevant Michel. « Excusez-moi, messieurs, » dit-il avec un fort accent de l'Est. « Je reviendrai plus tard. »« Non, faites, monsieur, » répondit Michel en se levant. « Nous ne voulons pas vous retarder. » Le vieil homme hésita, ses yeux ne quittant pas Michel. « Vous êtes Michel Platini, n'est-ce pas ?» Un sourire chaleureux illumina le visage de Michel. « Oui, c'est moi. Je m'appelle Victor. Je viens
De Pologne, poursuivit le janitor avec émotion. J'ai vu votre triplé contre la Belgique en 1984, le plus beau football de ma vie. Michel s'approcha, serrant chaleureusement la main calleuse de Victor. C'était une époque différente. Le jeu était plus simple, peut-être plus pur. Ma famille travaillait dans les mines, comme la vôtre, ajouta Victor. Votre père était mineur à Jeuf, n'est-ce pas? Bernard observait cet échange avec une fascination croissante. Michel hocha la tête. Amos Platini, mineur d'origine, italienne. Il m'a transmis deux choses essentielles, l'amour du ballon et la valeur du travail. Victor, rayonnant d'avoir partagé ce moment, termina rapidement son service avant de s'éclipser après un dernier regard admiratif. Un silence contemplatif s'installa dans la chambre. « Votre père était vraiment mineur ?» demanda finalement Bernard, dont l'enfance dans les quartiers privilégiés de Genève semblait soudain appartenir à un autre monde. Michel se rassit, son regard devenant distant, comme parcourant des paysages intérieurs. Jeuf était une ville ouvrière de Lorraine, des maisons modestes alignées près des usines sidérurgiques. Mon père descendait chaque jour dans les entrailles de la terre pour nourrir sa famille. Il marqua une pause. Notre luxe, c'était un ballon en cuir pour Noël et les parties improvisées sur des terrains en terre battue. La vision de ce garçon des mines, devenu légende mondiale, prenait forme dans l'esprit de Bernard. Comment passe-t-on de là au sommet du football mondial? Un mélange de talent, de travail acharné et de chance, répondit Michel avec simplicité. À 17 ans, je me levais à 5 heures pour aller m'entraîner seul avant l'école. Chaque ballon était une opportunité, chaque match une leçon. Bernard repensa à ses propres débuts, aux écoles prestigieuses, aux réseaux familiaux, aux capitaux de départ. Et vous n'avez jamais perdu le contact avec ses origines, même au sommet? Michel sourit, un sourire empreint d'une sagesse tranquille. Impossible de l'oublier. Mon père me répétait « N'oublie jamais d'où tu viens, parce que c'est ce qui te définit vraiment. » Il regarda ses mains qui avaient soulevé les plus grands trophées. Quand j'ai gagné mon premier ballon d'or, je l'ai ramené à Jeuf. Les anciens collègues de mon père l'ont passé de main en main dans le vestiaire de la mine, encore couvert de poussière de charbon. Bernard sentit une émotion inattendue lui serrer la gorge. Dans toute sa carrière, malgré ses milliards, il n'avait jamais ressenti cette connexion authentique que Michel décrivait. Le vrai succès, continua Michel, observant les dernières lueurs du jour disparaître derrière les montagnes. Ce n'est pas ce que tu accumules, mais ce que tu redonnes. Ce n'est pas ce que tu possèdes, mais qui tu deviens. Le téléphone de Bernard vibra sur la table de chevet. Probablement Véronique avec quelque urgence corporative. Pour la première fois depuis des années, il ne se précipita pas pour répondre. Une semaine s'était écoulée depuis l'accident. La bibliothèque privée du Palace des Neiges offrait à Bernard un refuge plus stimulant que sa chambre d'hôpital. Installé dans un fauteuil roulant, sa jambe toujours immobilisée, il contemplait les rayonnages de cuir et de bois précieux où s'alignaient des ouvrages rares. Le soleil hivernal baignait la pièce d'une lumière douce, filtrant à travers les hautes fenêtres qui encadraient le paysage montagneux comme des tableaux vivants. Michel Platini avait pris l'habitude de lui rendre visite régulièrement. D'abord par politesse, puis par un intérêt mutuel qui évoluait lentement vers quelque chose ressemblant à de l'amitié. Ce jour-là, il expliquait avec passion le projet qui occupait sa retraite. L'académie ne se contente pas de former des footballeurs, précisait Michel, feuilletant distraitement un livre sur l'architecture alpine. Nous exigeons l'excellence scolaire. Un joueur peut se blesser, mais personne ne peut lui retirer son éducation. Bernard écoutait attentivement, découvrant un monde de valeurs qui l'avait toujours entouré sans qu'il y prête attention. Combien d'enfants accueillez-vous? 150 actuellement, dont 30 en pension complète. Des gamins de milieux défavorisés principalement, répondit Michel. Des talents bruts qui n'auraient aucune chance sans structure adaptée. Soudain, la porte de la bibliothèque s'ouvrit brusquement. Un jeune homme d'une vingtaine d'années fit irruption, vêtu d'un blouson de ski haut de gamme et d'un jean délavé. « Papa !»
Véronique m'a dit que tu étais ici. J'ai pris le premier vol quand j'ai su pour ton... Thomas Laurent s'interrompit net, son regard sidéré fixé sur Michel Platini. Le fils de Bernard, d'ordinaire si sûr de lui, semblait soudain redevenu un enfant impressionné. « Thomas », articula Bernard, surpris de cette visite inattendue. « Je ne savais pas que tu venais. » Mais son fils ne l'écoutait pas, s'avançant vers Michel d'un pas presque cérémonieux. « Monsieur Platini, c'est un honneur incroyable. J'ai votre maillot encadré dans ma chambre depuis mes 8 ans. » Michel sourit avec cette simplicité qui le caractérisait, serrant chaleureusement la main du jeune homme. « Ravi de te rencontrer, Thomas. Je n'arrive pas à croire que vous êtes ami avec mon père, » continua Thomas, visiblement sous le choc. Il n'a jamais mentionné. Il déteste le football d'habitude. Un silence gêné s'installa. Bernard réalisa avec une clarté douloureuse combien il connaissait peu son propre fils. Thomas, qui étudiait à Boston, lui semblait soudain un étranger, un jeune homme avec des passions et des héros qu'il ignorait totalement. « Ton père et moi avons fait connaissance récemment, » répondit Michel avec diplomatie. « Notre rencontre a été instructive pour nous deux. » Thomas sortit son téléphone. « Est-ce que je pourrais... Une photo, peut-être ? Personne ne va me croire. » « Thomas, voyons, » intervint Bernard, embarrassé. « Monsieur Platini n'est pas une attraction touristique. »« Aucun problème, » répondit doucement Michel. « Les photos avec les jeunes fans font partie de ma vie depuis 40 ans. » Tandis que Thomas posait fièrement aux côtés de son idole, Bernard observait la scène avec un mélange de honte et de révélation. Lui qui avait bâti un empire, qui négociait quotidiennement avec les plus puissants de ce monde, n'avait pas su reconnaître la véritable grandeur lorsqu'elle s'était présentée devant lui. Plus troublant encore, il ignorait que son propre fils vénérait cet homme depuis l'enfance. « Votre fondation accepte-t-elle les donations, monsieur Platini ?» demanda soudain Thomas, rangeant son téléphone. « J'aimerais contribuer avec mon premier. Bonus !» Michel et Bernard échangèrent un regard où passait une compréhension nouvelle. Le chalet de Michel Platini, niché à flanc de montagne sur les hauteurs de Courchevel, offrait un contraste saisissant avec les demeures ostentatoires qui dominaient la station. Construit en bois et pierres locales, il incarnait l'élégance par sa simplicité authentique plutôt que par une opulence tapageuse. Bernard, désormais capable de se déplacer avec des béquilles, observait les lieux avec une curiosité nouvelle, tandis que son chauffeur l'aidait à gravir les quelques marches menant à l'entrée. « Bienvenue dans mon refuge », l'accueillit Michel, vêtu d'un simple pull en laine et d'un jean. « Rien de comparable à votre résidence de Genève, j'imagine. » L'intérieur dégageait une chaleur immédiate. Des photos encadrées racontaient une vie extraordinaire. Platini soulevant des trophées, serrant la main de présidents, mais aussi des clichés plus intimes de famille, d'amis. Aucun objet n'était là pour impressionner, simplement pour témoigner d'un parcours. « J'aime cette authenticité », admit Bernard, surpris par sa propre sincérité. « Ma villa au bord du lac est dans tous les magazines de décoration, mais personne n'y vit vraiment. » Des éclats de voix joyeux interrompirent leur conversation. Par la baie vitrée, Bernard aperçut une dizaine d'enfants jouant au football sur un petit terrain aménagé derrière le chalet. Leurs survêtements portaient l'écusson de l'Académie Platini. « Les finalistes du tournoi inter-école », expliqua Michel. « Je leur ai promis un goûter et quelques conseils. » Le visage du Français s'illuminait en regardant ces jeunes. Bernard y reconnut cette expression rare qui avait disparu de son propre regard depuis longtemps, la passion pure, dénuée de calcul. « Allons les voir », proposa Michel. Sur la terrasse, Bernard s'installa dans un fauteuil, sa jambe blessée, reposant sur un tabouret. Les enfants, âgés de 10 à 12 ans, s'approchèrent timidement. Michel les présenta un par un, connaissant leurs noms, leurs positions préférées, leurs progrès récents. Léo vient de Marseille, son père est docker. Emma nous arrive de Lyon, sa mère élève seule 3 enfants. Karim est un espoir né à Saint-Denis. Bernard étudiait ces visages où brillait une admiration sans borne pour Michel. Un petit
Garçon aux cheveux bouclés s'avança, intimidé mais déterminé. « C'est vrai que vous dirigez une grande entreprise, monsieur ?» demanda-t-il à Bernard. « Oui, Tech Vision Global », répondit Bernard, surpris par cette question directe. « Et vous? Gagnez combien d'argent ?» Et poursuivit l'enfant avec cette innocence désarmante propre à son âge. Un silence gêné s'installa. Michel allait intervenir quand Bernard répondit simplement « Beaucoup, probablement trop pour un seul homme. »« Et ça vous rend heureux ?» insista le garçon. Bernard contempla ses enfants, Michel, les montagnes au loin, puis son plâtre, symbole de sa chute littérale et métaphorique. « Pas autant que ce que Michel accomplit ici, » répondit-il avec une honnêteté qui le surprit lui-même. Plus tard, après que les enfants eurent partagé un goûter et reçu des conseils techniques personnalisés, Bernard et Michel se retrouvèrent seuls devant un café. Le soleil commençait à décliner, dorant les sommets environnants. « Ces enfants, vous leur donnez bien plus que du football, » observa Bernard. « J'essaie de leur offrir ce que mon père m'a donné, des valeurs, un cadre, l'idée que leur origine n'est pas une limite. » Bernard posa sa tasse, soudain décidé. « Votre académie, elle pourrait s'étendre. Accueillir plus d'enfants? Le rêve serait d'ouvrir des antennes dans d'autres régions défavorisées, » admit Michel. « Mais les financements? »« J'ai une proposition, » interrompit Bernard, le regard animé d'une détermination nouvelle. « Tech Vision Foundation pourrait devenir partenaire principal de votre académie. Pas un simple sponsor, un véritable partenaire structurel. » Michel l'observa avec attention, comme s'il évaluait la sincérité derrière cette offre. « Ce n'est même pas de la charité pour apaiser ma conscience, » précisa Bernard, anticipant la question silencieuse. « C'est un investissement dans quelque chose qui a une valeur réelle, quelque chose que l'argent seul ne peut pas créer. » Les derniers rayons du soleil illuminèrent le visage de Michel, révélant un sourire prudent mais intéressé. « J'aurais besoin de garder le contrôle pédagogique, » dit-il finalement. « Ces enfants ne sont pas des actifs financiers. » Bernard tendit sa main. « Vous apportez l'âme, j'apporte les ressources. Un vrai partenariat. » La tour Tech Vision dominait. L'avenue des Champs-Élysées, sa façade de verre et d'acier reflétant le ciel parisien printanier. Au 40e étage, la salle du conseil rayonnait de luxe discret. Bois précieux, cuir italien, œuvres d'art contemporain soigneusement sélectionnées. Bernard Laurent, parfaitement rétabli de sa fracture, se tenait devant la baie vitrée, contemplant la tour Eiffel au loin. Son reflet lui renvoyait l'image d'un homme transformé, toujours impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, mais avec une présence différente, plus détendue, plus authentique. « Ils arrivent, monsieur Laurent », annonça Véronique en entrant toujours aussi efficace, mais désormais autorisée à sourire occasionnellement. Bernard hocha la tête. Ces 6 derniers mois avaient été parmi les plus intenses de sa carrière, non pas en termes d'acquisition ou de valorisation boursière, mais de redéfinition personnelle et professionnelle. Le projet Avenir Ensemble, qu'il s'apprêtait à présenter, constituait l'aboutissement de cette métamorphose. La porte s'ouvrit sur les membres du conseil d'administration, accompagnés par les principaux actionnaires et quelques représentants d'organisations caritatives. Puis Michel Platini entra, élégant dans un costume bleu marine sans cravate. Les 2 hommes échangèrent une accolade chaleureuse qui provoqua des regards surpris parmi les dirigeants habitués à la froideur calculée de Bernard. « Messieurs, mesdames, » commença Bernard une fois tous installés, « je vous remercie d'être venus pour cette annonce importante. » Philippe Moreau, directeur financier historique du groupe, affichait une expression sceptique à peine dissimulée. Il avait été le plus vocal contre ce qu'il appelait en privé la crise mystique post-traumatique de Bernard après son accident. « Tech Vision a toujours cherché l'excellence, » poursuivit Bernard, « mais l'excellence n'a de sens que si elle sert un objectif plus grand que nous-mêmes. » Il fit signe à Michel de le rejoindre. Côte à côte, ils présentaient un contraste saisissant,
le capitaine d'industrie suisse et la légende du football français, pourtant unis par une vision commune qui aurait semblé improbable 6 mois plus tôt. Aujourd'hui, nous lançons Avenir ensemble, annonça Bernard. Un programme qui transformera notre fondation d'entreprise pour créer un réseau de centres éducatifs et sportifs dans 10 zones défavorisées d'Europe. Des diapositives défilaient, montrant des maquettes architecturales innovantes, intégrant terrains de sport, laboratoires technologiques et espaces éducatifs. Notre ambition, intervint Michel, sa voix posée captivant immédiatement l'auditoire, c'est de créer des lieux où l'excellence sportive et académique s'enrichissent mutuellement, où un enfant peut apprendre à coder le matin et perfectionner son jeu l'après-midi. Philippe Moreau se racla la gorge. Le budget présenté représente 30% des bénéfices annuels du groupe. C'est sans précédent pour une initiative non commerciale. C'est précisément ce qui la rend exceptionnelle, répliqua Bernard avec une assurance tranquille qui fit taire toute objection. Nous ne créons pas simplement une campagne de responsabilité sociale, nous réinventons notre raison d'être. Bernard s'approcha de la table, s'adressant directement aux membres du conseil. En Courchevel, j'ai rencontré un homme que j'ai d'abord jugé à travers mes préjugés. Son regard croisa celui de Michel avec reconnaissance. Cette erreur m'a conduit à la plus importante leçon de ma carrière. La vraie valeur ne se mesure pas en cours de bourse. Un murmure parcourut l'assemblée, mélange de surprise et d'intérêt réticent. Bernard acheva sa présentation en dévoilant une photo des enfants de l'Académie Platini. Dans chacun de ces visages réside notre véritable héritage. Pas dans des algorithmes ou des acquisitions, mais dans les vies que nous aurons contribué à transformer. La salle demeura silencieuse un instant, puis Thomas Laurent, récemment nommé directeur de la nouvelle fondation, commença à applaudir. Les autres suivirent progressivement. Michel sourit à Bernard. Dans ce regard s'échangeait la promesse silencieuse d'une nouvelle définition du succès, plus profonde, plus humaine, infiniment plus durable. Le Parc des Princes vibrait sous les acclamations de 45 000 spectateurs. Les tribunes formaient une mosaïque vivante de couleurs et d'émotions, unies dans la célébration du premier match de gala Avenir ensemble. Dans les vestiaires, Bernard Laurent contemplait avec une incrédulité amusée le maillot qu'il s'apprêtait à enfiler. Blanc et bleu, orné du logo de la fondation avec son nom imprimé au dos. « Je n'ai pas joué au football depuis le lycée », confia-t-il à Michel, qui ajustait ses protèges tibia avec l'aisance d'un homme ayant passé sa vie dans des vestiaires. « Je vais être ridicule. » Michel sourit, ce sourire désormais familier, qui ne portait jamais de jugement. L'important n'est pas d'être brillant, mais d'être présent. Ces enfants ne retiendront pas tes performances techniques, mais le fait que le grand Bernard Laurent a joué avec eux. Autour d'eux, d'anciennes gloires du football européen se préparaient aux côtés des jeunes talents sélectionnés dans les différentes académies du programme. Thomas Laurent, filmant discrètement la scène avec son smartphone, adressa un clin d'œil complice à son père. Leur relation, jadis distante, s'était considérablement renforcée ces derniers. Le tunnel menant au terrain s'ouvrit. La clameur de la foule s'intensifia. Bernard sentit une légère appréhension monter en lui. « Souviens-toi de la face nord à Courchevel », murmura Michel à ses côtés. « Cette fois, tu as le bon équipement et les bons conseils. » Les équipes entrèrent sur la pelouse impeccable sous un soleil radieux. Face à la tribune officielle, Bernard aperçut les visages des membres du conseil d'administration de Tech Vision, des représentants gouvernementaux et même quelques personnalités qu'il avait l'habitude de croiser dans des contextes beaucoup plus formels. Philippe Moreau, initialement sceptique, arborait désormais le pins de la fondation sur son costume Armani. L'arbitre siffla le début du match. Les premières minutes furent un tourbillon d'émotions pour Bernard. L'adrénaline, l'appréhension, puis l'abandon progressif de cette image soigneusement contrôlée qu'il avait cultivée pendant des décennies. Courir maladroitement après un ballon devant des milliers de personnes représentait l'antithèse de sa vie antérieure, faite de maîtrise et de calcul.
À la 20e minute, un jeune attaquant de 14 ans, originaire d'une banlieue marseillaise, lui adressa une passe parfaite. Bernard, surpris, contrôla approximativement le ballon et se retrouva face au but, seul. « Tire !» cria Michel depuis le milieu de terrain. Bernard frappa. Le ballon décrivit une courbe improbable et franchit la ligne de but. Le stade explosa en message. Applaudissements. Les enfants se précipitèrent vers lui, l'ensevelissant sous une avalanche de joie pure et authentique. À la mi-temps, essoufflé mais étrangement euphorique, Bernard s'assit sur le banc de touche. Michel vint s'installer à ses côtés, 2 bouteilles d'eau à la main. « Alors, monsieur le PDG, comment trouvez-vous ce nouveau conseil d'administration ?» plaisanta-t-il en désignant les enfants qui discutaient tactique avec un sérieux touchant. Bernard observa ces visages animés par la passion, ces regards où brillait un avenir possible. Il me rappelle quelque chose d'essentiel que j'avais oublié. Et quoi donc? Que la vraie réussite n'est pas ce qu'on accumule, mais ce qu'on transmet. La seconde période reprit. Bernard joua jusqu'à l'épuisement, accumulant les maladresses, mais aussi les moments de connexion authentique avec ces jeunes pour qui sa présence signifiait tant. Lorsque l'arbitre siffla la fin du match, le score importait peu. Ce qui comptait, c'était l'image saisissante de Bernard Laurent, le multimillionnaire suisse autrefois arrogant, couvert de sueur et de terre, serrant dans ses bras des enfants issus de milieux qu'il n'aurait jamais côtoyés quelques mois plus tôt. Dans les tribunes, Victor, l'ancien janiteur polonais de l'hôpital de Courchevel, désormais employé par la Fondation, applaudissait aux côtés de Julien, l'ex-moniteur de ski, devenu coordinateur sportif du programme. Alors que les équipes se rassemblaient pour la photo finale, Michel glissa à l'oreille de Bernard. « Tu te souviens de notre première rencontre au Palace ?» Tu m'as demandé si j'étais moniteur de ski. Bernard éclata d'un rire libérateur. La plus belle erreur de ma vie. Le soleil déclinait doucement sur le Parc des Princes, baignant la Seine d'une lumière dorée. Au centre du terrain, Bernard et Michel, entourés d'enfants aux maillots trop grands et aux rêves immenses, incarnaient une nouvelle définition du succès, non plus mesurée en chiffres et en titres, mais en vie transformée et en valeurs transmises.